Le sida n'est pas une fatalité. Bonjour à tous, nous sommes à l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement de Paris et aujourd'hui c'est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est pour cela que nous allons voir Christine Rosiou, elle est virologue et spécialiste du VIH-Sida et avec elle nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux le virus et la maladie. Suivez-nous. Bonjour professeur Christine Rosiou, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors je rappelle pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes virologue à l'hôpital Necker à Paris, spécialiste du VIH-Sida et à ce titre vous êtes l'inventrice du test de charge virale qui a été mis en place à Abidjan le 13 septembre dernier. Vous nous en parlerez plus tout à l'heure. Et vous êtes également membre du groupe d'experts au Conseil national du sida et à l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida. Vous êtes enfin également enseignante à Paris Descartes, donc une multitude de casquettes pour vous. Alors, dans cette première partie sur le VIH-Sida, on va d'abord revenir sur quelques éléments de définition. Déjà, pourquoi est-ce qu'on peut parler de VIH et de sida? Quelle est la différence entre les deux termes, etc. Alors le VIH, bien sûr, c'est le virus, et le sida, c'est la maladie. Et donc, au début, tous les patients qui étaient infectés par le virus allaient vers la maladie, vers le sida. Alors que maintenant, effectivement, avec les traitements, en prévention, les traitements préviennent, empêchent le développement du sida. Donc du coup, l'idée de dire j'ai le sida devient complètement fausse. Par contre, je suis affectée par le VIH, c'est vrai. Donc on a contourné la difficulté en parlant de VIH-Sida, parce que VIH, c'est pas encore le terme compris par tout le monde, alors que sida, ça évoque tout de suite quelque chose... Tout à fait. Mais médicalement, c'est faux, c'est que le stade ultime du virus finalement. Le sida, c'est la maladie, le VIH, c'est le virus. Donc vous voyez, c'est vraiment en comprenant, en compilant les deux, on évoque mieux le fait qu'on attrape le virus et on peut traiter pour empêcher la maladie. D'accord. Et qu'est-ce que la séropositivité là-dedans, dans cette distinction? La séropositivité, c'est le fait d'avoir le virus et d'avoir une réponse immunitaire qui s'appelle les anticorps, comme qu'on a quand on attrape une maladie ou quand on est vacciné. Et donc c'est le test biologique à partir d'un prélèvement sanguin qui permet de montrer qu'on a des anticorps contre le VIH. Donc ça veut dire qu'on est infecté par le VIH. Et donc tout sujet infecté par le VIH est séropositif pour le VIH. Le terme séropositivité finalement est attribué aux séropos infectés par ce virus, alors que c'est un terme qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre maladie infectieuse dont on fait un test. Mais voilà, vivre avec le VIH et être séropositif, c'est tellement différent des autres maladies qu'ils se sont appropriés ce terme. D'accord, très bien. Alors, quand est-ce que le virus a été découvert? Dans les années 80, c'est ça? Et par qui? Le virus a été découvert dans l'année 1983, donc il y a juste 30 ans. Et en fait, je fais partie du petit groupe qui a travaillé sur cette découverte avec... autour de Luc Montagnier. Autour de Luc Montagnier et de Françoise Barré-Sinoussi. Disons qu'on était un petit groupe à l'hôpital Claude Bernard avec les premiers cas de sida qui étaient dans l'hôpital, en France. Et donc l'idée, on a fait un groupe de travail, on était vraiment des jeunes chercheurs. Et l'idée était de se dire... c'est une maladie infectieuse, à l'évidence, qu'on ne comprend pas bien, il n'y a pas d'autres virus ou d'autres bactéries qui donnent ce type de maladie. Donc on a d'emblée cherché à comprendre quel était l'agent pathogène. Et donc on a contacté l'équipe de Luc Montagnier et notamment Françoise Barré-Sinoussi pour savoir s'ils acceptaient d'essayer avec nous d'isoler un virus, un rétrovirus, parce que d'emblée on avait un peu pensé que ce virus qui infectait le système immunitaire pouvait être un rétrovirus. Et donc toute l'histoire a commencé là, c'est que nos premières manips d'emblée ont été extrêmement bien mises au point par Françoise, et d'emblée la première manip a été positive. Donc le petit groupe de travail a continué d'arrache-pied, mais on dès était 1983, dès 1983. Et donc chacun a suivi dans le petit groupe, on était une petite dizaine,
le groupe de David Klassman, Jean-Claude Gluckman sur le système, la partie en relation avec le système immunitaire. Moi, avec Françoise Brun, j'ai travaillé beaucoup sur justement le test de dépistage, pour travailler chez les hémophiles, pour travailler tous les groupes à risque, les toxicomanes américains. Donc, si vous voulez, il en a suivi dans notre petit groupe tout un tas de travaux qui, à l'époque, nous paraissaient importants pour bien démontrer que ce virus-là était bien responsable de cette maladie-là. Mais à l'époque, nous étions loin d'imaginer. Vous ne mesuriez pas forcément. Voilà, on était des jeunes, on avait trouvé un virus, mais de là à dire qu'on allait être confronté plus tard à une telle épidémie, et surtout que j'ai l'habitude de dire qu'on aurait encore tant à faire 30 ans après. On était loin de suspecter ça. On imaginait ça. Alors justement, vous parlez de population à risque, toxicomanes, hémophiles, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations à risque sont les mêmes que celles dans les années 80? On parlait des 4 H à l'époque. Alors, elles ne sont pas les mêmes parce que, bien sûr, maintenant, le dépistage des séropositifs en transfusion sanguine fait qu'il n'y a plus de transmission, ni par la transfusion, ni par les produits anti-hémophiles. Et les toxicomanes, même, ont accès gratuit à des seringues. Donc des seringues propres. Donc de fait, toute la transmission sanguine dans les pays du Nord, ou là où il y a majoritairement, même maintenant dans le monde, est éliminée. Par contre, donc les hémophiles, non. Par contre, le 4e âge qui nous préoccupe beaucoup, dans tous les pays du Nord, y compris dans les pays du Sud, de façon un petit peu différente, on en reparlera, c'est la contamination chez les homosexuels masculins, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. HSH, c'est ça? HSH. Vous pouvez voir sur le graphique qui va apparaître à l'écran, voilà, la découverte de séropositivité par mode de contamination. Et effectivement, c'est ce que vous allez nous commenter. On voit qu'il y a une évolution depuis le début des années 2000. Il y a même une augmentation chez les hommes ayant des relations avec les hommes du virus du sida. Absolument, et cette augmentation nous préoccupe beaucoup parce qu'on est... d'abord, ce sont les plus... il y a une augmentation du nombre de séropositifs, de l'incidence, de la prévalence, alors que on a quand même bien maintenant une bonne idée de ce qu'on pourrait faire en prévention. Donc il continue à se contaminer, à avoir des rapports non protégés, alors qu'à l'évidence, on voit bien sur la courbe que, notamment chez les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, le nombre qui arrive en France ou qui est dépisté en France diminue considérablement, de même chez les femmes, et on voit en courbe violette chez les femmes hétérosexuelles et hommes hétérosexuels nés en France. Là aussi, le niveau de contamination est stable. C'est pas une réussite en soi, mais c'est stable et c'est une population un petit peu plus difficile à cibler. Les toxicomanes, il n'y a quasiment plus de contamination nouvelle, et on arrive à faire de la bonne prévention. Et donc l'idée est plutôt que de faire du dépistage très largement en population générale, et d'aller vers les groupes les plus exposés pour protéger notamment des jeunes homosexuels qui continuent à prendre des risques à l'évidence. D'accord. Et donc, est-ce que finalement le sida, le VIH, pardon, atteint beaucoup plus le stade sida aujourd'hui? Est-ce que le VIH tue toujours aujourd'hui en France et dans le monde? Est-ce qu'il y a eu une évolution considérable depuis les années 80? Il y a une évolution considérable puisqu'il y a les traitements. Que les traitements, plus vous les donnez tôt, plus vous empêchez le développement de la maladie sida. C'est un traitement finalement quasiment préventif. Donc si on donnait des médicaments à tout le monde, il n'y aurait plus de sida. Le problème est assez complexe, on va dire pourquoi on ne donne pas à tout le monde, mais on y reviendra. Pour ce qui concerne la France, la mortalité a considérablement réduit, et les personnes séropositives vivent avec le VIH et leurs médicaments. Les traitements sont bien améliorés. On a beaucoup moins d'effets secondaires, ils sont mieux tolérés. C'est ce qu'on appelle les trithérapies, n'est-ce pas? C'est les trithérapies, des traitements composés. Ça reste un traitement lourd? C'est un peu moins lourd, ça reste toujours lourd de prendre des médicaments tous les jours, ça reste toujours une contrainte de la vie, mais c'est une contrainte comme celle qu'il y a dans toutes les maladies chroniques telles que le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle. C'est une contrainte, mais de fait, ce qui est important maintenant d'induire, c'est de bien discuter avec les patients pour leur faire comprendre que
Ce qui est important, c'est vraiment de prendre bien régulièrement, tous les jours, d'être extrêmement observant. Donc, Parce voilà, que l'observance. dès qu'on n'est pas observant, hop, le virus remonte et les médicaments sont vraiment nécessaires pour le contraindre et le contrôler continuellement. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a quasiment plus de mortalité, mais on a un vieillissement de la population séropositive, on a quand même des cancers, on a une mortalité qui subsiste, surtout ceux chez lesquels le diagnostic se fait tard. Plus le diagnostic est tard, plus le traitement est difficile et moins il est efficace. D'accord. Et Donc, vous parlez justement du vieillissement de la population, cette population séropositive qui vieillit. Est-ce qu'il y a une évolution, une augmentation du nombre de maladies opportunistes potentielles avec l'âge? non, parce qu'ils vieillissent, mais en prenant des médicaments qui ne sont toujours pas au stade sida. Les infections opportunistes, c'est quand le système immunitaire est détruit par le virus, hein, et il n'y a plus de réaction dans l'organisme, et du coup, les infections, les réponses aux infections ne se font pas, mais on est déjà en stade avancé de la maladie, et donc on a beaucoup moins de ces cas de déficit immunitaire comme on avait dans les années 80. D'accord, très bien. Donc en France et dans les pays du Nord en général et dans le reste du monde, notamment en Afrique, il y a effectivement donc de grosses inégalités géographiques. Ce sont sur ces inégalités qu'on va se concentrer dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de notre entretien. Le sida n'est pas une fatalité. On peut bien l'éviter facilement. En suivant les conseils des docteurs. Si Atalier, Sida ini atuari.